On est arrivé à l'hôtel Sakakomi, premier séjour. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va voir demain, on regardera ça. Mais la chambre est trop belle, tout en bois. On va être là pour les 5 prochains jours. C'est parti pour un nouveau vlog. Donc je ne suis pas chez moi, je suis à l'hôtel Sakakomi avec ma maman pour 5 nuits, 4 jours, on se fait un petit séjour. Et comment vous dire que j'avais extrêmement hâte d'être ici. La route a été très dure et très stressante avec la neige qu'il y avait et tout, c'était... Je m'en suis pas encore remise. Je vais aller prendre un bain pour essayer de m'en remettre parce que franchement c'était beaucoup de stress. Et puis je vais me concentrer sur les petites lectures que je me suis pris. Alors voilà, on reste 4 jours, j'ai pris 13 livres à peu près, je sais pas, une dizaine. Tout va bien, bien sûr je vais avoir le temps de lire tout ça, c'est certain. Mais pour ce vlog, je vais me concentrer sur ce gros bébé là. House of Sky and Breath. Donc le deuxième tome de Crescent City. Si vous avez vu le vlog que j'ai fait, je l'ai filmé. J'ai fini de le filmer il y a 2 jours. Sur le premier tome, sur ma relecture, c'était trop bien. Et donc là je vais attaquer le deuxième. Ça fait quand même 2 ans que je l'attends ce livre. Donc l'impatience est à son comble. J'ai même pas lu le résumé et je ne veux pas le lire. Je veux pas savoir d'avance du tout qu'est-ce qui va se passer. Mais je voulais vous dire un petit peu mes attentes ou mes espoirs par rapport à celui-là. Aussi bien sûr ce vlog va spoiler le premier livre. Très clairement. Donc si vous ne l'avez pas lu, ne le regardez pas. Ou en tout cas, soyez conscient que vous allez être spoilé. Donc à la fin du premier livre, avec ce qui s'est passé, j'ai plusieurs questions et plusieurs choses que j'espère voir. Première question, c'est qui est le père de Hunt? Parce que je pense que ça a vraiment une importance. Et ça va être quelqu'un qui est spécial, vu qu'il a ce pouvoir des éclairs que d'autres n'ont pas. Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est... je sais pas qui en fait, mais quelqu'un de spécial. J'aimerais voir comment la relation entre Brice et Hunt va évoluer. Parce qu'on a eu juste un tout petit aperçu de ce que ça allait donner. Notamment les Senstimi, j'espère qu'on en aura un petit peu plus dans cette somme-là. Parce que Sarah Gimas d'habitude il y en a beaucoup. J'aimerais voir si Ron va... en fait, je me dis, est-ce que ce livre va être toujours du point de vue de Brice, principalement, et Hunt et un petit peu les autres, ou est-ce qu'on va changer un petit peu les personnages principaux? Aussi, c'est une de mes questions. Mais dans tous les cas, je me demande si on va voir Ron avec Hypatia, si on va avoir une relation entre les deux. J'espère tout court voir Ron, parce que c'est un personnage préféré, comme je vous ai dit déjà. Est-ce qu'il y avait autre chose aussi que j'espère voir? Je me demande quelle va être l'intrigue un petit peu qui va permettre l'histoire, parce que dans le premier tome c'était le meurtre de Danica, puis l'enquête qu'il y avait par rapport à ça. Là j'ai absolument aucune idée de ce que ça va être, donc j'ai hâte. Je me dis, est-ce qu'on va voir un petit peu plus cette espèce de guerre, cette remise en question de l'ordre des choses qu'on commençait à voir dans le premier tome. Donc ouais, plein de choses que je vais découvrir dans ces 800 et quelques pages, il est aussi gros que le premier. Et j'ai extrêmement hâte. Je vais essayer de pas spoiler ce livre-là par contre, donc c'est sûr qu'il y aura mes réactions forcément et tout, donc c'est un petit peu spoilant, mais je vais pas dire ce qui se passe. Donc je vais le commencer ce soir. J'en reviens pas, depuis tout le temps que j'attendais qu'il sorte ce livre, d'enfin l'avoir entre mes mains, de pouvoir le commencer. Mais avant ça, je vais aller prendre mon bain, et comme j'ai pas envie de le mouiller celui-là, puis que je veux faire mon affaire de stickers et tout aussi, je vais lire autre chose. Je suis pas sûre encore si je prends Bridgerton ou si je prends peut-être un roman graphique ou encore, parce que c'est pas les choix qui manquent, The Bromance Book Club. Une petite romance légère, peut-être ça me ferait du bien après toutes mes émotions de la journée. Donc je vais réfléchir à ça et je vais aller mettre l'eau du bain à couler et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard quand j'aurai attaqué le livre. Première journée à l'hôtel. On vient de rentrer d'1h30 de spa, ça fait vraiment du bien. C'est trop bien. Et de savoir qu'on va pouvoir le faire tous les jours, c'est génial. Je me suis dit que j'allais en profiter parce qu'on est un peu fatigué pour vous faire une petite première update de lecture. Hier soir j'ai vu 50 pages, quasiment rien par rapport à la taille du livre. Et ça me fait bizarre en fait. Je sais pas comment dire mais j'arrive pas encore à me replonger
dans les sensations que j'ai eues en lisant le premier tome. Alors je pense que ça va venir, c'est juste que la partie introductive est peut-être un peu longue, mais pour l'instant je suis encore un peu à me chercher. Le prologue est totalement ailleurs, genre avec un nouveau personnage, j'étais comme qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est? C'est très sombre, vraiment violent. On découvre une nouvelle forme aussi d'être magique, on va dire, ou de catégorie. Donc d'un côté c'est intéressant, et de l'autre je me demande un peu s'il n'y a pas de l'appropriation culturelle qui se fait un petit peu par là. Ça c'est quand même moins cool. Je connais pas bien après, donc je suis pas sûre de ça. Mais on découvre cette nouvelle être magique qui va sûrement avoir beaucoup d'importance dans la suite. Et je pense aussi que je me suis retenue de lire le résumé, mais je pense qu'on va continuer à explorer un peu ce côté conflit avec les humains et remise en question de l'ordre établi depuis des millénaires dans ce tome-là. Je pense que c'est ce qui va se passer. J'ai commencé à relever un petit peu quelques indices par rapport à ça. Et puis après on retrouve heureusement toute notre équipe du premier tome, donc Breeze, Hunt, Run, tout ça. Bien sûr trop contente de découvrir des nouvelles scènes avec Run. Ça arrive assez vite. On le trouve d'ailleurs dans une scène, enfin dans une action un petit peu compromettante. De suite. Et donc là où je me suis arrêtée, il y a encore un nouveau personnage dont on avait entendu parler dans le premier tome très brièvement et qu'on n'avait jamais vu, qui vient de démarquer. Donc on va voir comment ça va se passer avec ce personnage là, mais on retrouve bien l'ambiance un petit peu de fête et de ville magique qu'il y avait dans le premier tome. Aussi un truc que je pense que je peux vous dire, c'est un petit spoiler mais c'est pas un spoiler d'action, puis il faut bien que je vous dise des choses dans ce blog, c'est que apparemment l'autrice veut nous torturer parce que Brice et Hunt ont passé un espèce de pacte où ils vont pas coucher ensemble ou faire quoi que ce soit ensemble de physique pendant en fait un certain temps jusqu'au solstice d'hiver. Donc autant on comprend pourquoi ils veulent comme approfondir leur relation à d'autres niveaux. Brice elle a besoin de temps après tout ce qui s'est passé dans le tome 1 pour se remettre et tout. Mais elle fait ça juste pour nous frustrer clairement là. Genre c'est dur. Donc j'espère qu'on va avoir une durée d'au moins 4 mois qui va se passer dans ce livre pour pouvoir avoir un petit peu de scène entre les deux, ou alors qu'un des deux qui vont renoncer, je sais pas, mais c'est dur. Puis en même temps je trouve ça drôle qu'elle ait fait ça parce que c'est clairement pour mettre les lecteurs sur les dents en quelque sorte. Donc ça me fait un peu rire. C'est ça que je vais vous dire pour le moment, c'est un peu dur d'essayer de vous raconter sans trop vous spoiler. J'espère que je m'en sors quand même. Et puis je vais... j'en suis juste... J'ai lu juste le prologue et 3 chapitres, quoi. Je suis vraiment pas loin. Et là, vous voyez le temps qu'il fait, il fait trop beau. Et ce qu'on voit dehors, c'est vraiment magnifique aussi. Et j'ai même la flemme de me lever pour vous montrer, pour vous dire. Donc là, c'est soit je vais faire une petite sieste au soleil, soit je vais continuer un peu ma lecture. C'est comme un choix très très difficile à faire. Once we thought that we'll stay young, and this world is never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Je suis vraiment comme toute seule. Depuis presque 1 heure sur les sentiers. C'est trop beau. Faudra pas que je tarde parce que le soleil va se coucher, mais c'est trop beau, c'est super paisible. Ça fait vraiment du bien. Puis même de promener toute seule. Je le fais pas hyper souvent, mais là en raquette et tout, c'est vraiment cool. Regardez. Que du bois et de la neige. Je profite du silence. Est-ce que dans ma tête je me fais une fanfiction Crescent City? Peut-être.
c'est un lac gelé. C'est quand même trop cool. C'est aussi bien froid, mais c'est trop génial. J'adore. Je me rends compte que j'étais en mode je lis, et puis je vous faisais pas d'update. Ce qui fait qu'il me reste moins de 200 pages au livre à lire. Parce qu'il marque page. Ah, voilà. Donc, probabilité que je le finisse ce soir, on est mercredi. Très très élevé. Quasi sûr. Parce que, en plus, connaissant les Sarajimas, c'est là qu'il y a toute l'action qui va se passer. Donc, je vais pas être capable de le poser. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire sans trop spoiler? Ça, c'est la vraie question. En fait, depuis le début, on suit comme plusieurs intrigues. Depuis une qui avait été lancée dans le prologue et d'autres après qui mélangent à la fois un petit peu le côté rébellion, donc avec la guerre et tout, des humains contre les Vanir. Donc ça, c'est pas une surprise vraiment, vu ce qui se passait dans le premier tome. Et en même temps, il y a un côté plus sur la vie des personnages, vraiment dans la ville, à un niveau politique, avec des situations qui arrivent, qui doivent gérer, certaines qui découlent un peu de cette histoire de guerre, d'autres non. Donc on a un mélange de tout ça. Et je dois dire pendant les 200-300 premières pages, c'est quand même difficile du coup de vraiment rentrer dans le livre parce que c'est ça, on passait un peu d'un personnage à l'autre, d'une action à l'autre, donc tout se recoupe à la fin, mais le temps qu'on en arrive là, c'est un peu... ça te coupe un petit peu dans ton élan, on va dire, d'avoir tous ces différents points. Au niveau des points de vue, on a toujours Brice et Hunt, heureusement. Je les adore. Franchement, j'aime vraiment le personnage de Brice, vraiment beaucoup. Son caractère et tout, je me reconnais beaucoup dans elle, j'ai envie de dire, mais on est aussi très différents. Je ne suis pas une grande demi-fée qui est aussi épanouie qu'elle, on va dire. Mais j'aime sa manière d'avoir de la répartie, de mettre de l'humour dans les choses et tout, ça j'aime vraiment beaucoup. Hunt, je suis toujours très fan de lui aussi. Et puis on a aussi d'autres personnages qui sont impliqués dans l'intrigue. Certains qu'on avait vus dans le premier tome à différents niveaux. Donc Ren forcément comme je vous ai dit, et puis ses deux acolytes des clans Niflheim. Et puis on a aussi quelques personnages qu'on avait un tout petit peu vus dans le premier, mais qui sont beaucoup plus présents ici et c'est vraiment cool. C'est Ethan et Tharion. Pourquoi est-ce que lui je dis à l'accent anglais et pas les autres? Je ne sais pas. Donc eux deux sont beaucoup plus présents. On découvre plus qui ils sont. J'aime vraiment bien le personnage de Ethan. J'ai un peu plus de mal avec Tharion, mais je pense que même lui a du mal avec lui-même. Bon. Et puis on a aussi d'autres personnages qui sont impliqués, qu'on avait à peine vu mentionner dans le premier tome et qui ont une part plus importante. Donc on a encore plus de personnages à suivre. Vous comprenez aussi pourquoi c'est difficile du coup de rentrer dedans, parce que ça part dans plein de directions, donc il faut le temps qu'on accroche tous les fils d'une certaine façon. Et là, c'est quand même bien, il me reste plus que 200 et quelques pages, donc si c'est pas accroché maintenant, ça ne le sera jamais. Il s'est passé énormément de choses par contre, genre, il se passe vraiment beaucoup de trucs, plein de trucs qui ont une conséquence, qui vont amener un autre truc, qui vont amener un autre truc, et à la fois des gros et des petites choses. Il y a un nouveau personnage qui apparaît également pour remplacer Mika, pas une surprise non plus, les Astari choisissent un nouvel archange pour gouverner l'Illumination. Elle arrive avec son lot de surprises, elle aussi. C'est intéressant de voir comment les Hunt réagit à sa présence, les autres ne l'ont pas encore rencontré, mais lui qui a eu vraiment pas de bonnes expériences avec les archanges, qui a même tué la dernière qu'il a vue, forcément il a un peu d'a priori sur elle. Elle est aussi dans une situation qui est vraiment pas facile et qui fait mal au cœur. Et puis j'ai comme une petite théorie sur elle, sur quelque chose qu'elle fait, et j'espère que j'ai raison. Un autre truc qui est plus présent dans ce deuxième tome, c'est l'histoire des mates. Alors ça, peut-être que vous en avez marre de le voir dans tous les livres de Sarajima, ces histoires de mates, de personnes avec qui tu vas être plus qu'un couple, que tu vas vraiment t'unir âme, corps, tout ça, changement, ils disent même un changement au niveau biologique.
Donc là, elle explique un petit peu plus, un petit peu différemment que dans ses autres livres. Elle explique que c'est surtout les fées et les loups qui ont ça. Et c'est assez intéressant comme c'est exploré de différentes manières dans le livre selon les espèces. Ce qui m'appelle encore un nouveau personnage qu'on découvre, je vous dis, dans beaucoup de choses. C'est comme en fait, elle nous avait lancé des fils dans le premier tome, qu'on retrouve ici, mais elle en lance encore des nouveaux, qu'on aura peut-être que dans le troisième tome pour la suite. Donc c'est vraiment incessant. Les nouvelles choses qu'on découvre et les trucs qui sont commencés et les trucs qui se continuent, c'est vraiment, sont un petit peu plus complexes, je pense. Et je me régale, mais j'ai pas exactement le même sentiment que dans le premier Crescent City. Peut-être parce que là on est dans une ambiance un peu plus sombre de façon globale et qu'il y a une espèce de tension permanente en fait sur les dangers auxquels sont exposés les personnages. Après on découvre beaucoup de nouvelles choses sur l'univers également. Et ça, c'est un des aspects que je préfère, de voir vraiment la construction de l'univers. Alors, il y a des trucs qui me font un peu rire, et genre, elle abuse. Par exemple, au niveau de la vie quotidienne, il y a des trucs qui sont tellement propres à notre monde que... Pourquoi est-ce qu'un autre monde l'aurait? Genre, elle se commande un gyros dans la rue en marchant, c'est comme un espèce de sandwich grec, là. Et... genre, ça n'a pas de raison d'exister si la Grèce n'existait pas. Genre, enfin, je sais pas, vous voyez, il y a des trucs comme ça qui sont un peu moins logiques pour moi et qui, je suis plus... je veux bien comprendre que ce soit un univers très proche d'une autre technologie et tout, mais il y a des trucs que je sais pas, ça me gêne un petit peu. Après, il y a beaucoup d'aspects que je trouve hyper intéressants, notamment l'exploration un peu plus des mondes, de comment est-ce que les Vanir sont arrivés dans ce monde-là, d'autres pouvoirs et d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, ou pas beaucoup dans le premier tome. Il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Aussi au niveau de la Starlight, je sais pas comment ça a été traduit en français, Lumière des étoiles, je ne sais pas, de Brice, d'où ça vient, comment ça se fait qu'elle l'est, comment ça se fait que la sienne soit différente de celle de Ran, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce nouveau pouvoir, elle est en train d'explorer ça. Il y a plein de choses à ce niveau. Et enfin, le dernier truc aussi au niveau de l'univers, c'est la mythologie, vraiment, parce qu'il y a plein de nouveaux noms ou éléments qu'on découvre qui sont inspirés de notre mythologie. Donc elle a recoupé un peu les deux, puis elle en a fait sa propre chose. Et notamment, il y a une espèce de divinité ancienne qui disent qu'elle était là avant les Vanir, qui réapparaît comme dans des représentations, dans des trucs, qui réapparaît à différents endroits. Et c'est une divinité qu'on connaît plutôt bien actuellement. Et je trouve intéressant comment elle l'a associée à ce monde de Crescent City et au pouvoir des gens dans ce monde-là et tout. Et il y a vraiment des trucs cool qui se passent. Genre il y avait un moment super badass que j'ai adoré. C'était pas une citation mais je l'ai marqué en violet tellement je l'ai aimé. C'était vraiment chouette. Et au niveau des trucs que j'ai notés, vous voyez, j'ai moins de post-it que le premier tome quand même. En même temps c'est normal. Mais j'essaye de noter les différents éléments d'intrigue que je me dis qui pourraient avoir de l'importance. Certains moments avec des personnages aussi où on est plus dans leur tête et donc on en découvre plus sur eux. J'ai pas mal d'endroits où je ris aussi juste à cause de la répartie de Brice. Des fois je me pose des questions sur des choses qu'on découvre, on sait pas forcément où ça va. Et puis, ah oui, comment j'ai pu oublier de vous dire ça? Vous vous souvenez, au début, je vous parlais d'une histoire que Brice et Hunt avaient décidé d'attendre pour le côté physique de la relation. Laissez-moi vous dire que on a eu plein de scènes très timées. Enfin, et soyons honnêtes, on est un peu là pour ça. Donc ça c'est très cool, il est bien steamy, ça me dérange pas d'en voir avec d'autres personnages aussi, juste pour varier un peu. Mais c'est plutôt cool, et puis c'est du 100% sexe surnaturel by Sarah J. Maas, donc on est beaucoup dans l'exagération, le truc extraordinaire, et life-changing et tout ça. Mais c'est ça que on attend quand on lit ces livres-là, en même temps on peut pas s'attendre à autre chose. Donc moi je suis très contente à ce niveau-là. Par contre, on n'a toujours aucune idée de qui est le père de Hunt. Et j'espère vraiment qu'on aura la réponse d'ici la fin du livre. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je trouve que Sarah J. Maas
dans ce livre, mais aussi dans ses autres séries, je pense, elle fait vraiment du bon travail pour que les personnes qui sont mortes aient encore un rôle à jouer, des secrets qui se révèlent et qui viennent tout changer. Genre, elle est vraiment bonne pour faire ça, je trouve. Et ça rajoute un côté intéressant encore plus au livre, et comme si ces personnages restent un petit peu là avec nous, ce que je trouve plutôt cool. Donc voilà pour la petite update non spoilante, en tout cas au maximum que j'essaie de vous faire, c'est vraiment pas facile. Là on va bientôt aller manger, donc je vais pas le continuer de suite, mais ouais, je vois pas dans quel monde je ne le finirai pas ce soir, très clairement, parce que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, et avec tout ce qui s'est passé, je sais pas comment ça va se conclure en 200 pages. Donc je pense, comme je vous dis, qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont rester unfinished business, et que ça va être très très dur d'attendre jusqu'au 3e tome. Mais on va voir. Je viens de finir le livre et oh my god, je peux pas parler fort. J'arrive pas à savoir si cette fin est trop whatsoever, genre trop n'importe quoi, ou trop génial. Je suis choquée. Je vais aller dormir pour m'en remettre parce qu'il est tard et je vous en reparle demain. Mais ça y est, je l'ai fini. Maintenant, il faut que j'attende la suite. Bon, je vais filmer mon truc, ok? Ah, faut pas que je... Non, faut pas faire. Le moment est venu de faire le bilan de ma lecture. Je l'ai fini hier soir. J'étais en état de choc. Ça va être tellement dur d'attendre la suite. Mais genre, c'est une torture à chaque fois. Genre, même si quand je lis ces livres, je vois les défauts qu'ils ont, je vois les défauts qu'elle peut avoir en tant qu'autrice aussi, quand je les finis, je me retrouve juste totalement accro à chaque fois à ce qu'elle fait. Même s'il y a des trucs qui m'ont frustrée ou des trucs pas logiques ou quoi à un moment, bah à la fin je suis prise dans le truc pareil. Et ce livre-là n'a pas fait exception. Je pense que je l'ai un petit peu moins aimé que Crescent City, parce qu'il était un peu plus sombre, parce qu'on suivait plus de personnages, peut-être certains qui m'intéressaient moins. Mais j'ai eu tellement de moments genre... Qu'est-ce qui se passe? Et surtout à la fin. La fin c'est juste... Genre, j'ai pas les mots. À part de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas les mots. Mais je me demande vraiment comment elle va faire pour la suite. Vraiment, vraiment. C'est quelque chose, ça va être très dur. Donc on finit le livre vraiment avec beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent. Toujours par rapport à ces histoires d'Astérie. J'ai lu 20 000 fois leur nom et je sais toujours pas. Astérie. Donc toujours par rapport aux Astéries, par rapport à l'univers, par rapport à la guerre avec les humains. On reste dans ce thème-là tout au long du livre. Mais à la fin, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et on finit le livre, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va arriver à certains des personnages. Forcément, vous en doutez, comme à chaque fois dans les Savage Mass, il y en a qui sont vraiment pas en bonne posture. Et en même temps, elle va lancer, comme je vous disais, plutôt d'autres fils d'action, d'autres chemins à explorer pour d'autres personnages. Donc c'est intéressant quand même qu'il y ait encore toutes ces ouvertures-là, et j'en suis notre intrigue principale, on va dire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres ouvertures, et on sait qu'à un moment, tout va se regrouper, forcément. Donc, de façon globale, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Il y a des trucs qui m'ont fait vraiment rouler les yeux, comme à chaque fois. Il y a des trucs que j'ai moins aimés, mais il y a aussi énormément de trucs que j'ai adorés, notamment tout ce qui concerne l'univers, puis les personnages de Brice, Hunt et Run, qui sont vraiment des personnages que j'adore, mais surtout Brice et Hunt, séparément et ensemble, je les aime vraiment beaucoup. Et puis, on a eu quand même pas mal de réponses aussi dans ce livre-là, pas mal d'explications qui étaient vraiment genre waouh! Genre, je m'y attendais pas forcément à ce que ça prenne cette direction-là, du tout. Et je trouve ça vraiment chouette, les idées qu'elle a exposées là-dedans. Il y avait un personnage un peu comme on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est sa vraie identité jusqu'à la toute fin du livre, donc j'avais mes suppositions, puis vraiment j'ai quand même eu
bonne supposition, donc j'étais contente de voir ça. Et c'est un personnage qui je pense aura beaucoup d'importance dans la suite. Donc on a à la fois continué à explorer les personnages qu'on avait, continué à explorer l'univers qu'on connaissait, puis rajouter beaucoup de nouveaux éléments. Et alors je sais pas comment elle va faire parce qu'à force de rajouter plein de trucs, bah, genre tu risques que ça fasse trop, tu risques que ça fasse embrouiller ou qu'il y ait trop de trucs à suivre en même temps et de perdre un peu tes lecteurs. Donc j'ai l'impression que là elle ajoute, mais à un moment il va falloir qu'elle se calme et qu'on avance parce que sinon... Je sais pas combien elle a prévu de livres, si c'est un pour chaque maison. Genre le premier c'était House of Earth and Blood, celui-là House of Sky and Breath. Il resterait House of Many Waters et House of Flame and Shadow. Donc je me demande si elle va en faire un pour chaque maison. Ce serait intéressant, en tout cas, si elle le faisait. Donc bref, une lecture riche en émotions, encore une fois. Je n'ai pas pleuré cette fois-ci, par contre, contrairement au premier. Mais j'ai eu quand même beaucoup d'émotions différentes à travers le livre et beaucoup de stress avec les personnages aussi, de tout ce qui se passe. C'est sûr que si je le relis, je pense que je vais noter encore plus d'éléments, parce que là, je notais ce que je voyais comme des indices, mais en sachant la fin, je pense que je vais noter encore plus de trucs. Et c'était cool quand même de pouvoir me dire quand j'avais des réponses, de retourner à mes post-it et me dire ah oui ok ça tu l'avais noté ou quoi. Il y a encore des histoires de prophéties aussi, donc ouais vraiment beaucoup de choses. Mais je peux difficilement vous en dire plus sans spoiler. Donc je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y a pas de spoiler, que ça vous aura donné envie de le lire rapidement, si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce vlog, si ça marche bien quand je fais un spoiler ou pas. Et puis, dites-moi si vous aimeriez que je fasse une vidéo relecture à Cotard, parce qu'à chaque fois que je finis un livre de Sarah J. Maas, j'ai comme envie de lire ou relire les autres que j'ai pas encore lus. Il y en a quelques-uns de Throne of Glass que j'ai pas encore lus. Mais c'est vraiment que je pense à relire à Cotard. Donc dites-moi si ça vous intéresserait un vlog là-dessus. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.